C'était un combat pour le regroupement familial en 1976, c'est pas tombé comme ça du ciel. Giscard d'Estaing n'a pas accordé un regroupement familial comme ça. C'est parce qu'il y a eu des combats qui sont menés partout en France pour que les travailleurs immigrés aussi puissent vivre dignement en famille et élever leurs enfants, leur donner l'éducation, les envoyer à l'école et sortir des cadres. Aujourd'hui, on en trouve pas mal dans les entreprises. Moi, en tous les cas, dans mon entreprise que j'ai quittée en 2014, on a réussi à avoir un directeur du marketing qui s'appelle Abdelkader Benaouda. Donc, il y en a d'autres, Aïcha Baou et d'autres. Donc, c'est des combats qui ont permis de faire bouger les choses. C'est difficile, on a payé, on paye encore, c'est pas qu'on ne paye pas, mais notre prochain, il ne faut pas qu'il souffre. Parce que nous, vous savez, quand on rentrait à la maison, on ne racontait pas à nos enfants notre souffrance à la chaîne, hein. On ne parlait pas de ça. Qu'est-ce que tu as fait à l'école? Ta réussite scolaire. Parce que demain, je ne veux pas reproduire un OS comme moi. Je veux que tu sois là. Et puis bon, c'est un vecteur d'insertion, l'école publique. L'école publique, l'école laïque. Donc le combat, c'est que nos enfants puissent réussir des études aujourd'hui. Quand on fait le tour des camarades avec qui j'ai bossé moi à la chaîne, etc., ils sont ingénieurs, ils sont médecins, ils sont avocats, ils sont dans des métiers vraiment nobles. Et ça fait plaisir. Donc mon combat d'hier, j'ai des chapeaux. Je ne me suis pas battu pour rien. Alors pourquoi on s'attache à la question des mineurs marocains? Tout simplement parce qu'on arrive dans les années 50, après de multiples vagues de recrutement massif d'ouvriers étrangers. Les houillères décident de se retourner vers le plus fort. Mais je suis déjà très fort là. D'accord. Donc on arrive vers le début des années 60 avec une fin programmée des mines. On sait que progressivement les puits vont être voués à fermer, l'énergie fossile n'étant plus rentable. Donc dès les années 50, on met en place une stratégie de recrutement massif d'ouvriers marocains et on charge dès 1956 un ancien militaire, Félix Morat, le négrier, qui sera en charge d'orchestrer ce recrutement qui va quand même durer des années 50 jusqu'en 1977. Alors ça c'est du off, 77, puisqu'en réalité l'immigration s'est arrêtée avec l'arrivée de Giscard d'Estaing en 1974. Mais les HBNPC avaient une telle puissance de frappe qu'ils ont recruté un maximum de monde jusqu'à 1974 et sont parvenus à faire venir des mineurs encore jusqu'en 1977. Au jour d'aujourd'hui, l'association, dans le cadre de ses permanences sociales et juridiques, accompagne justement ces familles de mineurs arrivés, entre guillemets, les derniers, et qui sont encore actuellement à la retraite. Alors, je vais prendre ma petite note. Ce qui est important de se rappeler, c'est que le recrutement des mineurs visait à limiter l'impact économique de la fermeture des mines. Donc aller chercher des analphabètes spécifiquement dans le sud du Maroc, ne sachant ni lire ni écrire, avec une ambition forte de s'en sortir, puisqu'il y a forcément un besoin économique de trouver des solutions en se rendant dans le sud du Maroc. On avait des hommes forts, dociles et malléables, courageux et prêts à tout pour augmenter la qualité de vie de sa famille. Concernant les luttes, je pense que c'est ce qui nous intéresse. Il faut savoir que jusqu'en 1980, les mineurs marocains seront les seuls détenteurs d'un contrat précaire, de contrat de 14 mois, puis de 18 mois à partir de 1967. Ce contrat visait tout simplement à faire le tri entre les mineurs et de pouvoir justement, je dirais, faire le point sur le personnel et surtout faire le tri entre les blessés, les malades et les contestataires et préparer ainsi petit à petit la fermeture des mines en limitant l'accès aux droits. Alors pourquoi un contrat précaire pour les mineurs marocains? Pour limiter les droits, notamment ces droits arrachés par les luttes sociales, par d'autres mineurs. Je pense par exemple aux avantages en nature qui permettaient aux mineurs d'obtenir des droits à vie. Donc aller chercher des Marocains, c'est limiter l'impact économique et l'accès aux droits de ces mineurs. Donc en 1980, c'est la première révolte des mineurs. Elle démarre tout d'abord en Lorraine. Ce sont les mineurs marocains de Lorraine qui vont se mobiliser.
pour dénoncer ce fameux contrat de 18 mois. Alors contrairement à ce que j'ai pu entendre tout à l'heure, c'est vrai que les mineurs marocains des Houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais sont assez seuls, puisqu'ils sont les seuls concernés par ce contrat. Donc ces mineurs lorrains sont très vite rejoints par les mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais, qui parviennent ensemble à faire face au HBNPC et aussi aux autorités marocaines. Il faut savoir que les mineurs marocains, déjà à l'époque, représentent une part très importante des mineurs qui battent le charbon, ce qui explique qu'en 2 jours, les HBNPC ont été obligés de répondre favorablement à leur doléance en abrogeant le contrat de 18 mois et en appliquant le statut du mineur pour tous. Il faut savoir qu'à la mine, si vous travaillez dans une pharmacie, si vous êtes secrétaire, si vous êtes mineur de fonds, tout le monde dépend d'un seul et même contrat qui s'appelle le statut du mineur. C'est important de rappeler que ces mineurs marocains, eux, n'y avaient pas le droit. Et le premier combat qu'ils ont réussi, c'est à obtenir ce même contrat de travail. Les foyers. Quand les travailleurs immigrés sont arrivés en masse, il y a eu plusieurs types de foyers. Hein. Il y avait, ce qui n'était pas des foyers d'ailleurs, c'était du taudis, des caves, des greniers, des choses innommables, vraiment innommables. Il y avait des foyers patronaux, dans les choses innommables, les bidonvilles, enfin, les caves. À Gennevilliers, il y en avait plein par exemple. Les greniers, les marchands de sommeil. Oui, le marchand de sommeil, c'était épouvantable. Après, les foyers patronaux, le foyer du célèbre patronat des métaux de ADEF, qui est devenu ADEF, qui est toujours ADEF d'ailleurs, toujours mentalité patronale, forte, 19e. Et puis les foyers dits humanitaires, alors c'était surtout les travailleurs venant d'Afrique noire, alors avec des gestionnaires comme Aftam, devenu Goalia, Soudiata, etc., Sotraf. Donc c'était des vieilles usines récupérées, des vieux entrepôts récupérés avec des chambres, avec 10 lits l'un sur l'autre, ça faisait 20 personnes. Enfin bref, voilà, les foyers dits humanitaires et les foyers de la Sonacotra. La Sonacotra, un organisme d'État, quasiment, c'était l'État avait la majorité du capital, ils l'ont perdu là récemment. La Sonacotra était donc chargée de, soi-disant, lutter contre le mal logement pour bien loger les travailleurs immigrés. Qu'est-ce que ça veut dire bien loger? Les entasser dans des grands foyers d'ours, chacun dans sa chambrette entre 5 mètres carrés, les plus grands 2, j'en ai connu que 2, 12 mètres carrés, la grande majorité c'est peut-être 8 et 9, et puis tout en collectif, les cuisines, etc. Et puis alors surtout aucun droit, ni le droit de visite, ni le droit de se réunir, ni rien, avec des gérants racistes, anciens souvent colonialistes, colons, voire même teintés au AS. Moi, les Arabes, je les connais, moi, les Arabes, bref. Et alors, interdit de visite. Nous, quand on allait dans des foyers à cette époque, moi, plusieurs fois, je me suis fait ressortir avec le canon du fusil dans le dos. Hein. En particulier aux portes de Gennevilliers, d'ailleurs. Donc, c'était charmant, les foyers. Alors, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut travailler la mémoire. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous disent, les institutions? Parce que dans notre combat sur les foyers, on rencontre encore pas mal de gens haut placés, les gens d'en haut. Oui, mais c'est vrai, à l'époque, on a fait des erreurs. On pensait que les émigrés n'allaient pas rester. On leur a bricolé un petit truc. Mais non, c'est pas du tout ça. Hein. Il faut bien qu'on se mette d'accord. Les foyers, c'était fait, un, pour entasser les gens dans les conditions les plus mauvaises, et deux, les contrôler, les empêcher de s'organiser. Parce que la police française avait quand même eu beaucoup de mal à infiltrer le FLN. Il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais oublier que la Sonacotra, au début, c'était fait pour loger les Algériens, hein, et que c'était fait pour les contrôler et les empêcher de se réunir, de lutter, de se mettre en grève, etc. On parle du Vietnam, de Saint-Domingue, c'est l'agression, ce sont les forces militaires des États-Unis d'Amérique qui interviennent. Mais il ne faut pas oublier que l'impérialisme, c'est une notion beaucoup plus large, hein, qui englobe plus que les États-Unis. Les coups d'État en Afrique dans les années 60, c'est toute la politique France-Afrique.
hein, qui est vraiment en activité avec la logique coloniale qui perdure encore aujourd'hui. Donc on a beau à chaque fois dire avec chaque nouveau président qu'il n'y aura plus de France-Afrique, mais la France-Afrique est toujours là. Hein. Et puis bon, cette politique, je dirais, d'agression envers les peuples n'est pas uniquement une politique d'agression militaire, économique, mais c'est aussi, ça a été traduit par les assassinats, hein, des leaders. Bon, pour moi, il n'y a pas d'homme providentiel, mais il y a toujours des personnalités qui catalysent les luttes de leur peuple et qui permettent, je dirais, de faire avancer, de donner une vision et des perspectives. Et malheureusement, ce sont ces catalyseurs qui ont été ciblés. Hein, Lumumba, Ben Barka, Guevara, Allende, etc. Et c'est vraiment, ça a été un coup très fort qui a été porté. Mustafa l'a rappelé sur l'Afrique continentale, Mehdi Ben Barka était capable, je dirais, d'atténuer les clivages et les contradictions entre la Chine et l'URSS. En son absence, ces clivages ont ressurgi totalement durant la conférence, très rapidement. Hein, donc voilà un petit peu un exemple des dégâts que peuvent faire ces assassinats ciblés de militants, et malheureusement des assassinats qui perdurent encore aujourd'hui. Hein, les militants turcs, il y a 5 ans, hein, il y a 5 ans, c'est le dernier exemple, et en France. Donc ce sont des exemples frappants de cette politique agressive qui se perpétue encore aujourd'hui. Bon, rapidement, je n'ai pas voulu minimiser le rôle de Bandung, c'est vrai, il est important, mais j'ai voulu aussi montrer un petit peu quelles sont les limites, hein, qu'a eu Bandung et qu'il fallait dépasser par une autre forme de solidarité, comme aujourd'hui. Donc l'Afrique continentale, c'était le mouvement de solidarité des peuples d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine. Aujourd'hui, quand on parle de solidarité, c'est du peuple de la solidarité entre les peuples des 5 continents. Parce que je dirais, l'hégémonie financière, capitalistique, monopolistique actuelle touche les peuples des 5 continents et pas uniquement les peuples du Sud, peut-être de manière beaucoup plus cruciale, mais c'est les peuples d'Europe sont aussi victimes de cette politique-là. J'ai essayé de répondre. Première question, c'est à propos de rôle du pays occidental dans les événements 65, c'est ça? C'est sûr que c'est les États-Unis qui sont les CIA, qui ont préparé et fait beaucoup de... qui ont soutenu beaucoup. Récemment, il y avait des documents de l'ambassade des États-Unis qui sont déclassifiés. Et là-bas, avant, dans les têtes des Indonésiens, on dit toujours c'est le PKI, le Parti communiste indonésien, qui est derrière le massacre de 6 généraux. Et puis la Chine qui était derrière tout ça. Et donc, les cibles, c'était le PKI, le Parti communiste, et puis le racialisme vers les Chinois. Mais dans les documents récents déclassifiés, c'est très net, c'est clair que c'était les militaires qui étaient derrière ces coups d'État, et c'est le militaire qui commandait, qui ordonnait de tuer les communistes dans les villages de ça. C'est-à-dire, ce qu'on dit toujours, finalement, c'est confirmé par les Américains eux-mêmes. On a quelques mots pour que l'autre aussi s'interroge. Pourquoi on parle Chibani? Chibani, c'est cheveux blancs, c'est très affectueux. Pour les quelques-uns ici, on sait comment on appelle Chibani, comment on a les cheveux blancs. Les uns, c'est la sagesse, les autres, un peu d'argent, les autres, un peu de mensonge, etc., etc. Il y a de tout. On n'était pas en train de faire un Chibani, quelqu'un de, je ne sais pas, l'idéal. Ils ont eu leur vie, ils ont eu leur parcours, etc. Donc, c'est des personnes, pour nombreuses d'entre elles, on parle des Chibani en général, on cible et on parle d'une catégorie. On parle plutôt, on a l'impression, on revoit au foyer, ils ne sont que 10%. Pourtant, c'est vrai, ils concentrent une partie quand même de ce malaise, une partie de ces persécutions administratives et tous les problèmes du système qui ne marchent pas. Et on a des gens, quand arrivent à leur retraite, ils se retrouvent avec des contrôles, avec des retraites minables, avec des trucs non payés. On parlait tout à l'heure de ceux qui travaillaient en Corse, ceux qui travaillaient dans le Sud, avec 10 ans de fiches de paye, mais qui n'ont jamais déclaré, qui étaient fausses.
avec d'autres qui se retrouvaient comme, à travailler un peu plus, comme la CSF, donc au lieu de partir à 52 ans, ils partent à 65 ans. Et on a des gens aussi de pro-BTP qui veulent faire des actions collectives, et ça c'est très important. Donc ces personnes-là, pour aller très vite, à un moment donné, ils voulaient prétendre donc, à une retraite, et ils voulaient aussi la vivre comme ils le souhaitent, en faisant des allers-retours. Avant c'était le mythe de retour, maintenant c'est l'aller-retour. Ah, ils pensaient aller peut-être passer quelques mois auprès de leur famille. Quand ils rentrent au Maroc, en Algérie, ce n'est pas des touristes. Ils rentrent parce qu'ils ont chez eux là-bas leur enfance, leurs enfants, ceux qui ont encore une femme, ceux qui ont des trucs comme ça. Ils ne rentrent pas comme, des fois on fait le parallèle, tiens, là il y a aussi on contrôle aussi des retraités en France, etc. Non, ça c'est des itinéraires particuliers. Donc il faut avoir qu'il y a un traitement particulier. Et sur cette question, nous, dans notre association et les copains, on ne parle pas d'égalité. L'égalité, l'égalité des chances, la Française des Jeux, il sait bien l'organiser. On parle d'équité et on ne le met pas dans un premier temps sur le plan des discriminations, même si c'est un facteur qui existe. C'est des personnes qui ont un itinéraire particulier, une trajectoire particulière, ben, par moment il faut un traitement particulier. Je m'explique, quand on a par exemple des contrôles incessants pour vérifier qu'ils sont restés telle période pour bénéficier de la carte vitale, telle période pour bénéficier de retraites non contributives, l'ASPA, etc. Donc je passe pour l'APL. On leur dit, ils nous disent oui, mais on va s'améliorer, on va contrôler tout le monde. Je ne sais pas parce qu'on contrôle pour les Jacques que ça devient pour nous acceptable. Non, on n'a pas à contrôler personne d'ailleurs, et surtout pas ceux-là. À cette époque, il y avait un certain nombre d'associations, dont les MAF, l'expression maghrébine au féminin, qui avaient monté le premier centre socioculturel sur la question des femmes et le combat des femmes, qui a réussi à obtenir la première radio Femmes Plurielles, et qui est devenue d'ailleurs une association Femmes Plurielles. Eh bien, ces combats ont été menés de manière souvent isolée, méprisée. On leur a mis des bâtons dans les roues, on leur a fait des tas de problèmes. Il y a eu des interdictions à un moment donné d'exercer. On s'est retrouvés même mis en examen. Et malgré ça, on a réussi à mener des combats qui ont prouvé que nous n'avions rien à nous reprocher, que nous avons été relaxés. Il n'y a pas eu, je veux dire, de condamnation. Et pourtant, ces femmes, elles ont subi des pressions. Pourquoi? Parce que les pouvoirs publics avaient bien compris que dans ces femmes, il y avait des combats qui se menaient en solidarité avec leurs parents, en solidarité avec leurs frères, qu'elles ne voulaient pas laisser tomber. Parce qu'aujourd'hui, cette rupture familiale, on en parle, on l'a instrumentalisée, mais ces femmes n'ont jamais voulu laisser tomber ni leurs frères, ni leurs parents. Et puis, il y a eu ces combats parce que c'est vrai qu'à l'école, très souvent, on s'apercevait que les femmes réussissaient mieux que les filles, les sœurs réussissaient mieux que les frères, que les garçons, les jeunes hommes, qui souvent, malheureusement, étaient victimes d'autres problèmes. Eh bien, on a voulu enrayer cette intégration, ce terme que je ne supporte pas, cette intégration sociale, parce qu'on savait que les femmes étaient aussi elles transmettaient. C'était elles qui étaient le moteur de la transmission culturelle. Et ça aussi, ils ont voulu casser le mouvement des femmes de l'immigration et des jeunes filles issues de l'immigration. Et ça, c'est un combat qui a été mené et qui continue à être mené. C'est grâce à ça que nous avons réussi à faire en sorte que les conventions bilatérales ou le droit international sur la polygamie et la répudiation ont été battues en brèche. On a réussi, alors ça c'est incroyable quand même, c'est Pasqua, qui avait interdit la répudiation et la polygamie sur le sol français, bien sûr, ça va de soi. Mais il ne le faisait pas dans un intérêt pour les femmes, il ne faut se faire d'illusions, ils s'en foutaient de l'intérêt des femmes. C'est simplement parce qu'il s'était dit que ça permettait de réduire l'immigration, tout simplement, et ça permettait aussi de ne pas renouveler les cartes de séjour de ces hommes qui se retrouvaient en situation de polygamie ou de répudiation. Et ça, c'était pour lui un des moyens d'instrumentaliser les femmes contre les hommes, tout simplement. Et ça aussi, c'est un véritable combat qu'on a mené à cette époque. Il ne faut pas l'oublier, en 86, 88, 80, toutes les étapes, il y a eu des grèves de la faim, il y a eu des mouvements qui ont été faits. Personne n'en parle de ces mouvements de femmes, et pourtant elles ont été très présentes. Moi je me souviens, j'ai mené avec d'autres ici, je veux dire, on a mené ces combats. Et bien malheureusement, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'histoire des femmes, on oublie ça. En France, dans l'immigration, la femme s'est toujours battue, parfois aux côtés des hommes, parfois seule, brandissant aussi, quand c'était le 17 octobre,
et qu'il y a eu les violences policières envers les Algériens, les femmes, quand les maris étaient emprisonnés, les femmes, n'est-ce pas, sont sorties elles-mêmes dans la rue en solidarité avec leurs maris, leurs frères, etc. Et donc voilà, donc aujourd'hui, ce Moussem, c'est aussi évoquer ces luttes des femmes, les luttes que les femmes ont menées, en particulier en France, mais aussi partout dans le monde. Quand on voit l'exemple des femmes d'Amérique latine, par exemple, vraiment l'emblème des luttes des femmes. Et donc ici, bien sûr, on s'est inspiré de ces luttes en France. Et voilà. Et donc le chemin, malheureusement, est jonché de difficultés de toutes sortes, ne serait-ce que dans nos propres communautés, et ça je laisserai le soin à Anan tout à l'heure d'en parler. Voilà, donc vraiment s'émanciper au sein même de sa famille pour ensuite porter ses luttes dans la rue, dans l'espace public, etc. Et moi j'ai découvert ce livre qui est issu d'une thèse qui s'appelle « On est chez nous » sur les histoires de tentatives d'organisation politique de l'immigration et des quartiers populaires dans les années 80 à 88. Et Salika aurait toute sa place sur cette table ronde. Elle est citée là-dedans, comme Halima Boumedienne et plein d'autres dans la salle, je suis sûre. On est héritière, moi je suis plus jeune, donc on est héritière des mêmes préoccupations politiques que dans les années 80. Ça, c'est peut-être très pessimiste ce que je vais vous dire, mais quand je lis ce livre, quand je lis les questionnements qui sont ceux de ces pionnières et de ces pionniers qui ont essayé de s'organiser, qui se sont organisés, qui ont échoué parfois, souvent, à cause des conditions dans lesquelles justement ils étaient maintenus dans ces contraintes territoriales, dans ces banlieues, avec tout ce qu'on connaît de limites structurelles, eh bien aujourd'hui, le constat que je fais, c'est que on ne fait que répéter des schémas qui ont déjà été utilisés, usités, répétés, sans pouvoir s'en sortir. Alors bien sûr, nous ne sommes pas que responsables de ces échecs, nous sommes aussi victimes de toute la pression politique et de tout le maintien qu'implique le racisme dans nos conditions. Et j'allais dire que la solidarité qui a été celle depuis les années 80, les premières organisations où les femmes ont toujours été. Les femmes sont invisibilisées des luttes, les femmes ont toujours été. Si aujourd'hui on voit dans les manifestations, les centrales à Paris, dans les collectifs de soutien aux victimes des crimes policiers, c'est les mères, c'est les sœurs qui prennent le relais. Dans la marche de la dignité du 30 octobre 2015, qui a été lancée par Amel Bentounsi, les femmes sont très visibles aujourd'hui. Elles ont toujours eu ces places collectivement, parce qu'elles ne travaillent pas seules, elles travaillent en solidarité avec leurs frères, et le retour, ce serait qu'ils s'intéressent aussi, et qu'ils les aident aussi à conscientiser les hommes dans leur lutte féministe. J'ai commencé à militer là, j'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas de collectif de sans-papiers. C'est avec les associations que j'ai fait mes démarches, comment il faut monter les dossiers. Mais à ce moment-là, on n'appelle pas les sans-papiers. Mais à ce moment-là, on appelle les clandestins. Et c'est à partir de 1996, et quand on a fait l'occupation de l'église Saint-Ambroise à Mars, et nous a évacués par la force. Mais à cette époque-là, on ne fait que des occupations. Parce qu'on est... voilà, il y avait le curé qui nous soutient. Donc on fait des occupations et ça se discute avec la préfecture. Et des fois on sort avec des promesses, mais c'est des promesses non tenues. Donc, et des fois il nous fait sortir
dans l'église par la force. Donc voilà, il n'y a pas de négociation, il n'y a rien. Et des fois, on fait des nuits blanches. On va devant la préfecture, à partir de 22h, on fait la veillée. Le matin, à la préfecture, j'ouvre la porte, les sans-papiers sont là. Donc, on demande une rencontre. Des fois oui, des fois non. C'est pour ça qu'en 1996, on a décidé d'occuper l'église Saint-Bernard et que ça a été très très dur parce qu'on a perdu beaucoup de camarades. Et il y a certains camarades qui font partie de ma famille, il s'appelle Fofana Amara. Donc il a perdu dans ce combat-là, lui il est mort. Aujourd'hui sa famille il est là. Sa femme et ses enfants il est là. Pour nous, Saint-Bernard, d'un côté c'est douloureux. Vraiment douloureux. Parce qu'on n'arrive pas à y penser. Chaque fois qu'on pense à Saint-Bernard, ça réfléchit à beaucoup. Et mais d'un côté de Saint-Bernard, ça ouvre beaucoup de portes. Parce que c'est là qui a suscité la création de collectifs de sans-papiers. Et toutes les régions parisiennes qu'on a dit, donc il ne faut pas rester comme ça, comme si, il faut créer des collectifs. On a créé des collectifs et ça donnait beaucoup.